On va terminer avec la tribune juridique, avec une intervention de Maître Laferrière qui va nous brosser un sujet, un aspect un plus particulier des évolutions qui ont eu lieu dans ce domaine depuis le 11 septembre 2001. Bien, bonjour à tous. Il me fait le plaisir de vous présenter Maître Claude Laferrière. Maître Claude Laferrière pratique le droit des affaires au service des PME de Boucherville et de sa région. Il est spécialisé depuis 1992 dans le droit des contrats d'entreprise du secteur de la construction, de l'informatique et de l'édition. En marge de sa pratique du droit, il a exercé diverses fonctions au sein du Service correctionnel du Canada, tout d'abord en tant qu'agent de correction senior, puis successivement en tant qu'agent du programme de désintoxication, agent de libération conditionnelle. Jusqu'à récemment, et ce pendant 4 ans, il a été conseiller juridique pro bono de l'AFPAD, l'Association des familles des personnes assassinées ou disparues, et du sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Il détient un baccalauréat et une maîtrise en philosophie, ainsi qu'un baccalauréat et une maîtrise en droit de l'Université de Montréal, excusez-moi. Il détient également une maîtrise en droit international spécialisée dans le droit de la sécurité nationale du Georgetown University Law Center de Washington, D.C. Il détient enfin un doctorat en philosophie de l'Université Laval. Je vous prie de l'accueillir et je lui souhaite donc la parole. J'ai fait ma scolarité de doctorat. Je n'ai pas terminé mon doctorat à l'Université Laval. Petite correction. Je tiens à remercier le général Dequesne et le major Reid de me permettre de prendre la parole devant vous aujourd'hui. Et pour moi, c'est un honneur et un privilège. Et je vais me faire un peu l'avocat du diable. Et je m'explique. D'abord, je dois dire que je partage absolument les propos du général Watkins lorsqu'il fait mention du law enforcement. Et une imbrication, un entanglement, on dirait en anglais, un enchevêtrement du droit criminel et du droit international et les métaphores qu'il a utilisées pour, si vous voulez, la question des indices par rapport à l'utilisation de la force, de l'usage de la force. Et tout cet aspect-là, je cautionne parfaitement. C'est tout à fait approprié dans le contexte du narcoterrorisme et de la situation que les États-Unis vivent avec le Mexique présentement. Donc, et j'ai eu l'occasion de travailler pendant 28 ans dans les services correctionnels avec une clientèle surtout reliée au crime organisé et à des organisations dont vous entendez parler tous les jours dans les journaux. Et j'ai eu, heureusement ou malheureusement, à traiter, à composer avec ces individus. Et aujourd'hui, pour moi, faire le lien entre le droit international et ses préoccupations de droit criminel, de sécurité locale, c'est absolument fondamental. C'est un pas vers peut-être une redéfinition du droit de la guerre. Je n'ai pas l'intention de reprendre les propos du général Watkins et de mon collègue qui ont très bien fait leur exposé et, à mon point de vue, qui ont apporté les éléments les plus importants. Sauf que, comme je dis souvent à mes étudiants, il y a, dans le domaine du droit international, ou quand on touche des questions de sécurité nationale, il y a comme 2 vortex, c'est-à-dire des centres décisionnels. Et un de ces vortex, c'est certainement le Conseil de sécurité et les Nations unies. Mais il y a un autre vortex aussi qui est, à mon avis, extrêmement important et déterminant. Et là, je parle du locataire de la Maison-Blanche. Et je parle des États-Unis. Et une des questions que souvent j'adresse à mes étudiants, c'est de leur demander, croyez-vous qu'il y a au Canada un commander-in-chief ou un commandant en chef? Et le silence qui suit en dit long. En fait, au Canada, d'après l'article 15 de l'Amérique du Nord britannique, on a au Canada un commandant, un command-in-chief, pour prendre l'expression anglaise, que j'ai beaucoup de difficultés à traduire en français, qui serait comme un commandement en chef. Et la définition d'un commandement en chef par rapport à un commander-in-chief m'apparaît a priori très différente. Quand on parle de commandement en chef, on parle d'un élément abstrait. On parle généralement d'un centre décisionnel qui réside au niveau du cabinet
au niveau de l'autorité politique. Bon, quand on parle du Commander-in-Chief, c'est tout à fait différent. Là. On parle de la personne. Donc, on parle du corps physique du président. Il est le commandant, il est le souverain. Et ça, c'est une différence qui est très importante parce qu'une partie de notre Constitution est non écrite. Et lorsqu'on parle de commandement en chef, en réalité, c'est quelque chose de très diaphane. On peut parler du cabinet, comme je disais, on peut parler aussi du bureau, enfin de l'édifice Langevin, le bureau du premier ministre. C'est toute une interaction. Ce que l'on sait, c'est que c'est une émanation de la couronne, une émanation qui nous vient dans la tradition britannique de la reine, de la souveraine. Mais le processus décisionnel comme tel pose problème. Alors que du côté, chez nos voisins américains, le Commander-in-Chief, c'est une personne. Il a son salon, il a son bureau, et c'est lui qui prend les décisions. D'où les fameux PEO, Presidential Executive Order, les Executive Signing, et toute cette, je vous dirais, documentation écrite et archivée sur laquelle reposent finalement les décisions et les actions de la plus grande puissance de la planète, du point de vue démocratique, dans le sens que les Américains ont la séparation des pouvoirs. C'est une société régie par la primauté du droit. Donc, ils sont le phare de nos libertés. Et là-dessus, on ne peut pas vraiment apporter d'éléments pour contester cette réalité de la séparation des pouvoirs et du processus de nomination des juges. Je ne veux pas entrer dans toutes les questions relatives, par exemple, au Congrès. Ce qui nous amène à finalement à la question suivante. Quelles sont les situations qui vont faire que le commandant en chef va réagir ou va prendre des décisions? Dans le droit classique américain, ce qu'on va retrouver, d'abord, c'est l'attaque contre le territoire américain, contre les États-Unis, mais aussi les territoires protégés. Et là, qu'on se souvienne de Pearl Harbor en décembre 1941, Hawaï n'était pas un État. C'est un territoire protégé. Hawaï est devenu un État en 1959. Donc, on s'est retrouvé on se retrouve dans une situation où une attaque comprend non seulement le territoire des États-Unis, mais les territoires protégés, ce qui nous amène aussi à la deuxième question. L'intervention du président peut se faire aussi pour défendre les intérêts des États-Unis à l'étranger. Et là, je ne vais pas faire comment est-ce que je pourrais dire, le big picture de toutes les décisions de la Cour suprême sur la défense américaine, et les affaires étrangères depuis Youngstown, Curtis Wright et d'autres décisions, mais simplement pour vous dire que parmi les deux décisions, les deux situations principales qui vont faire en sorte que le commandant en chef va réagir, c'est une attaque directe sur le territoire américain et ses territoires protégés, mais aussi de façon plus subtile et plus inquiétante lorsque les intérêts des États-Unis à l'extérieur du territoire américain peuvent être en péril. Et c'est là que, évidemment, on pense à la CIA, au service de renseignement, mais aussi et surtout, dans la foulée de l'échec de la guerre du Vietnam, la question du War Powers Act de 1973. Sauf que le War Powers Act de 1973 a eu des ancêtres, des précédents. Il y a eu en 1941 un premier War Powers Act qui a permis, par exemple, au président Roosevelt de réorganiser l'ensemble de l'appareil d'État pour répondre à l'attaque de Pearl Harbor de décembre 1941. Donc, 2 semaines plus tard, le War Powers Act de 1941 a été adopté. Et ce qui est intéressant dans ce fameux document, et je vais vous faire une lecture au long, mais relativement courte, là, « Provide the President with authority to redistribute function duties without regard to designated provision of law. » Autrement dit, dans la foulée de l'attaque de Pearl Harbor, le Congrès des États-Unis, dans le premier War Powers Act, au lieu d'imposer des limitations au président, ce qui sera le cas du War Powers Act de 1973, va au contraire supporter le président dans le processus décisionnel, dans ce que j'appelais tantôt le fameux vortex décisionnel présidentiel. Et Roosevelt, évidemment, va aller encore plus loin en 1942
pour adopter un deuxième War Powers Act qui va lui permettre d'exproprier à l'intérieur du territoire américain différents terrains, propriétés, etc., pour l'aménagement de la marine et de la force armée. Donc, vous avez deux War Powers Act qui vont donner du pouvoir au président américain, ce qui contraste sérieusement avec le War Powers Act, Resolution Act de 1973, qui, lui, va imposer des limites au président américain. Donc, toute la question du Commander-in-Chief va tourner autour, finalement, des relations entre le président et le Congrès des États-Unis. Et de quelle façon le président peut ou ne peut pas obtenir l'appui du Congrès dans la poursuite des opérations de guerre. Et je vais simplement vous citer un court extrait du discours, du message du président Roosevelt du 7 septembre 1942. The American people can be sure that I will use my powers with a full sense of my responsibility to the Constitution and to my country. The American people can also be sure that I shall not hesitate to use every power vested in me to accomplish the defeat of our enemies in any part of our world where our safety demands such defeat. Our safety demands such defeat. On peut imaginer, en 1941-42, comment un président a pu acquérir autant de pouvoir pour finalement intervenir à peu près partout. Et là, le Congrès et le président sont unis, ils font un. Avec la guerre du Vietnam, avec l'échec de la guerre du Vietnam, là, ça va être une autre histoire. L'aventure a coûté cher en vie humaine, sur le plan financier aussi. Et là, on se retrouve, et avec, si on veut, l'échec des accords de Paris, parce que les accords de Paris, ça a été un échec, parlez-en à des gens de la communauté vietnamienne à Montréal, et les Boat People. Et il est évident qu'il y a des difficultés assez importantes à ce niveau-là. Mais la War Powers Act, Resolution Act de 1973 va imposer au président qui décide de faire une intervention militaire en dehors de toute déclaration de guerre, l'obligation de produire dans les 48 heures de l'intervention un rapport au Congrès. Et par la suite, de terminer l'opération, si jamais il n'y a pas le support du Congrès, dans les 60 jours. Ce qui m'amène, bien sûr, à commenter, à paraphraser Bruce Ackerman dans sa réaction à la décision du président Obama d'intervenir en Libye sans l'accord du Congrès, en violation du War Powers Act, et même d'écrire dans le Washington Post, en fait, que certains républicains voulaient avoir son impeachment. Donc, on voit immédiatement la complexité des relations entre le Congrès et le Commander-in-Chief, selon qu'on passe de Pearl Harbor à la guerre du Vietnam, et là maintenant à l'intervention en Libye. Et on pourrait en même temps faire le portrait, ou brosser rapidement le portrait, comme par exemple le président Clinton qui, dans la guerre du Kosovo, n'a pas évoqué le War Powers Act. Dans la guerre du Golfe, il y a eu une résolution très limitative qui a été émise pour finalement permettre aux forces irakiennes de sortir du Koweït. Et finalement, l'intervention du président était aussi très, je dirais, encadrée, soumise à un paramètre très serré. Durant la Deuxième Guerre en Irak, la résolution 114 du Congrès a permis au président Bush d'intervenir de façon active et avec l'appui du Congrès. Maintenant, les représentations qui ont été faites par Powell devant les Nations Unies et par le président Bush, le fond de vérité sur la question de la Somalie, les fameux tubes nucléaires, je n'irai pas plus loin. Ça, c'est une autre histoire. Je n'ai pas l'intention de m'y perdre. En ce qui concerne la Libye,
Là, il y a toute la théorie intéressante du Hush Puppies Intervention. Est-ce que ce sont des boats on the ground ou Hush Puppies on the ground? Et là, c'est pas seulement une question de souliers. Là. Comprenez-moi bien. Quand on parle de CIA, là, on parle des Hush Puppies, on parle des forces spéciales. Donc, on parle de soldats qui n'existent pas. On parle de quelque chose qui n'existe pas. Mais en réalité, ils existent. Et ça a été un support réel, mais c'était pas au sens classique, boat on the ground. Donc, la question du 60 jours, du 48 heures après le début de l'intervention versus le 60 jours, qui doit terminer l'intervention. Donc, les troupes doivent revenir s'il y en a. Bon, on ne sait pas, c'est Hush Puppies. Et là, à ce moment-là, ça pose énormément de difficultés pour le président de justifier éventuellement. Là, maintenant, l'opération est terminée. Bon, les résultats sont positifs. Le président est intervenu au nom des droits humains à la demande de la communauté internationale par le biais du Conseil de sécurité, etc. Et ce qui m'amène finalement, pour conclure dans une approche, je dirais, vraiment globale, c'est que si le président dispose d'un appui au niveau du droit international, au niveau du Conseil de sécurité, la question que je me pose, est-ce que ça lui permet de prendre des distances par rapport au Congrès? Autrement dit, et là on revient à deux visions. Donc le multilatéralisme du président Obama qui va chercher l'appui de la communauté internationale, l'appui du Conseil de sécurité, versus l'unilatéralisme du président Bush qui évoque ses propres pouvoirs mais qui va chercher l'appui du Congrès. Donc, pour nous, ça a un impact parce qu'il ne faut pas se le cacher. Comme je le disais initialement, Washington, c'est un vortex. Il y a le Conseil de sécurité, qui est le premier vortex, et le deuxième, c'est Washington. Si les relations entre le président, l'homme le plus puissant de la planète, et le Congrès, si ces relations sont difficiles, tendues, et qu'on s'accuse d'illégalité de part et d'autre, ça peut avoir un effet sur l'efficacité du processus décisionnel et de l'action. Donc, j'oppose d'une certaine manière multilatéralisme et unilatéralisme. Si un président est unilatéral, il s'assure du Congrès, mais il envoie paître le Conseil de sécurité. Et là, il fait comme John Bolton a dit, l'Assemblée générale des Nations unies, c'est une assemblée de voyous. Et on n'en a rien à foutre. Ou bien non, on adopte une approche plus démocrate, et on est multilatéral, mais là, on ignore le Congrès. On ignore le War Powers Act. Donc, on se retrouve finalement avec une situation antinomique et qui explique d'une certaine manière la réaction du professeur Bruce Ackerman de l'Université Yale qui parlait de façon théorique, entendons-nous, là, comme un bon académique, d'une possible impeachment qui pourrait être évoqué par des représentants du Congrès ou du Sénat, des représentants républicains, bien entendu. Et au fond, ce qu'on est en train de refaire, c'est le bon vieux débat à l'intérieur des pères fondateurs de la nation américaine, entre James Madison et Alexander Hamilton. C'est qu'au fond, Alexander Hamilton, c'était, si vous voulez, celui qui aurait voulu que le président s'appelle souverain, qu'il soit omnipotent, peut-être pas omniscient, mais certainement omnipotent, avec beaucoup de pouvoir. Alors que James Madison accordait beaucoup d'importance à la loi, au Congrès, et que finalement, c'est le Congrès qui déclare la guerre, power to declare war. C'est le Congrès qui décide. Et tout ce que le Commander-in-Chief fait sur le terrain, c'est de dire aux troupes, vous partez d'un point A et vous partez pour aller au point B. Point à la ligne. Ça, c'était la version de James Madison, la vision qui a été reprise d'ailleurs par une jurisprudence de 1850, pour ceux que ça intéresse, la fameuse citation du juge Taney, qui disait to direct the movement of the naval and military forces. Donc, strictement un pouvoir de direction. Alors que pour Alexander Hamilton, le pouvoir de déclarer la guerre lui revient en vertu de la Constitution, l'article 2, section 2. Il est le Commander-in-Chief et il a toute l'autorité nécessaire en vertu de la Constitution et pourrait
conformément à ce que je vous ai lu au sujet de Roosevelt dans la foulée de Pearl Harbor, pourrait ne pas devoir rendre compte finalement à qui que ce soit, sinon au peuple américain et sans tenir compte du Congrès. Donc, le but finalement de ma conférence d'aujourd'hui, c'était de vous ramener à la relation dichotomique entre le président et le Congrès et l'impact que ça peut avoir sur les opérations militaires si le président est affaibli ou encore supporté par le Congrès. Supporté, je fais référence à Roosevelt. Affaibli, je fais référence peut-être à Obama, mais certainement à Truman, à l'époque de la guerre de Corée, dans l'affaire Youngstown, où le président Truman, sur, certains diront un coup de tête, mais il était un ancien avocat de syndicat. Donc, on peut penser qu'au niveau de la sidérurgie, il pouvait avoir des... Il a décidé finalement, parce qu'une grève des travailleurs de la sidérurgie nuisait à l'effort de guerre en Corée, de finalement saisir l'ensemble de l'industrie. Quand je parle de saisie, c'est saisie, avec huissier. Nationalisé, si vous voulez. Évidemment, la Cour suprême lui a donné tort, lui a dit que finalement c'était abus de pouvoir. Par contre, dans le War Powers Act de 1942, Roosevelt a le pouvoir d'exproprier. Donc, vous voyez toute la différence que ça peut faire entre un président appuyé par le Congrès et un président qui n'est pas appuyé par le Congrès. Ce sont des décisions techniques. Mais comme je vous l'ai dit, je me suis fait un petit peu l'avocat du diable en marge de l'intervention du général Watkin, qui lui a, je pense, très, très bien dressé un portrait de la situation du droit international. Mais en ce qui me concerne, je pense que la question du deuxième vortex et des relations internes peut aussi avoir un impact très important. Et depuis le 11 septembre, la situation, le 11 septembre n'a pas vraiment fait de différence lorsqu'on regarde l'ensemble du dossier des pouvoirs du commandant en chef depuis, je dirais même depuis les pères fondateurs. Ce sont les mêmes discours juridiques qui sont tenus de part et d'autre. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous avez été bien patient. Merci beaucoup à Maître Laferrière pour son intervention. Je vais maintenant ouvrir les questions pour l'Assemblée. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Est-ce que le droit de veto du président américain peut avoir un impact sur la décision, le War Power Act, voter le Congrès? Le droit de veto présidentiel va s'exercer une fois que le Congrès envoie un projet de loi à la Maison-Blanche pour signature. Là, il peut y avoir des commentaires. Mais là, quand on parle du War Powers Act, c'est une obligation imposée au président. Et ce que le président Obama a fait, ou ce que d'autres présidents ont fait dans le passé, dont Clinton, ça a été d'ignorer le War Powers Act, tout simplement. Donc, le droit de veto n'est pas pertinent, là. En fait, c'est mon opinion. Plaisir. Je voudrais faire un parallèle avec votre présentation et celle du général Watkin. La scène qui vous avait placée, c'était on est des peuples indépendants, on a notre propre gouvernance, on a nos propres intérêts. Et avec ce qu'on observe lorsque on veut s'associer ou s'affilier avec d'autres partenaires. Votre présentation était très intéressante du fait que vous avez démontré que même le président des États-Unis, la personne la plus forte, j'ai bien aimé le fait que j'ai compris maintenant l'évolution de son pouvoir. J'aimerais transporter sur nos partenaires qui sont peut-être un petit peu plus faibles, qu'on aimerait parfois manipuler, ou qu'on voudrait qu'ils tendent vers ce qui est dans nos intérêts. Et l'importance de ne pas sous-estimer qu'ils sont vulnérables eux aussi, que là, l'analogie que je fais avec même le président des États-Unis qui est très fort, peut aussi être fait. Parce que dans ma carrière, j'ai été quand même très sensibilisé au départ de deux hommes politiques que j'ai toujours considérés extraordinaires,
mais que son propre peuple a éliminé. Parce que peut-être qu'on les a coincés à faire des choses. On parle à la Noire-Sadak, le camp David, qui est éliminé par son propre peuple. On pense à Isaac Rabin, les Israéliens, qui après avoir été éliminé. C'est peut-être une question ou un statement que je fais, je ne sais pas, mais pourriez-vous commenter, quand dans nos relations avec nos partenaires, est-ce qu'on est assez est-ce qu'on prend le temps de considérer la personne, les besoins de son peuple, et ça va peut-être moduler notre capacité à influencer, mais peut-être à pousser trop fort. Et voilà, parce que c'est quand même pas évident. Oui. Votre commentaire est excellent, j'apprécie beaucoup. Ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'une chaîne a la force de son maillon le plus faible. Et ça vaut dans les relations internationales aussi. Ça vaut dans le multilatéralisme. Quand un président, l'homme le plus puissant de la planète, éprouve des difficultés avec le Congrès, pour quelle que soit la raison, c'est bon de savoir qu'on a des partenaires multilatéraux, que ce soit le Canada, la France, la Grande-Bretagne ou n'importe quel pays de l'OTAN, qui vient comme supporter la décision présidentielle, malgré les difficultés avec le Congrès. Et de ce point de vue-là, je pense que la contribution du Canada est extrêmement importante à l'effort militaire, parce qu'on a un immense territoire, on a une petite armée, mais une petite population aussi. On n'a pas une grande population, donc c'est vraiment proportionné tout ça. Mais on a un immense territoire. Et on est un peuple pacifique. Donc, pour un président qui a une vision, je dirais, davantage diplomatique, comme le président Obama, et qui accorde beaucoup d'importance au droit international et aux résolutions du Conseil de sécurité, je pense qu'un partenaire comme le Canada, ça vaut son pesant d'or. Et comme je le disais, une chaîne, la force de son maillon le plus faible. Et voilà. Nous avons le temps encore pour une dernière question, éventuellement. Lieutenant-colonel Faux, je vais poser une question un peu controversée, mais... Allez-y. On parle, le président américain a le droit d'intervenir pour protéger ses intérêts, la population américaine. Le Canada étant le plus grand partenaire commercial, on regarde les sables bitumineux en Alberta, l'électricité, le commerce, etc. Le Canada, qui évidemment est un pays souverain, mais dans ce contexte-là, dans 40 ans, comment que le Canada va maintenir sa souveraineté dans ce cas-là, pratiquement intégré économiquement? Je pense que l'intégration économique, c'est pas simplement le Canada et les États-Unis, c'est l'Europe aussi. Je pense que l'intégration économique va se poursuivre. La mondialisation qui va entraîner nécessairement l'harmonisation des lois. Et là, on le voit un peu partout. On constate des différences importantes dans nos systèmes de justice criminelle. Vous avez la peine de mort en Chine pour trafic de drogue, alors qu'ici, jusqu'à tout récemment, il y a des trafiquants de drogue qui avaient le droit de sortir au 6e de leur sentence. Moi, j'ai connu des dossiers, des cas d'importation de tonnes de cocaïne au Canada. L'individu condamné à une sentence de 10 ans est sorti après moins de 2 ans. Donc, il y a une harmonisation qui va se faire. Je pense que les distinctions, l'affirmation de la souveraineté va passer davantage par la question des valeurs morales, culturelles, linguistiques. Le fait que le Canada est un pays, quand même, bilingue, avec des difficultés. Je ne dis pas ça, mais on a une spécificité quand même. Et je pense que la survie des souverainetés va se faire sur d'autres paramètres à l'avenir. Les questions économiques, à cause de la mondialisation, ce qui va impliquer aussi l'industrie de la défense, ce qui va impliquer aussi les forces armées. Le Canada n'a pas les moyens financiers d'avoir un sous-marin nucléaire. Pourtant, ce sont les sous-marins nucléaires américains qui patrouillent nos eaux arctiques. Donc, éventuellement, on pourrait peut-être penser à avoir des équipages mixtes, comme pour NORAD. Si c'est bon pour NORAD, c'est bon pour la marine. Donc, à ce moment-là, on peut parler d'un partenariat. Ça ne veut pas dire renoncer à sa souveraineté, là. Et c'est là la différence. Parce que les enjeux locaux vont toujours rester des enjeux de souveraineté, les enjeux d'école, scolaire, en matière d'éducation, santé, services sociaux. On a une vision canadienne qui n'est pas, regardez tout le débat autour d'Obamacare aux États-Unis, nous, on est très loin, on est à des lunes de ça.
Et même chose dans le domaine de l'éducation ou dans d'autres services sociaux, le soin de nos aînés, etc. Donc, il y a vraiment des enjeux locaux qui constituent, si vous voulez, le tissu de notre souveraineté. Et c'est à partir de ça qu'on travaille, en plus, sans parler évidemment de la tradition, du fait qu'on est catholique, on est peut-être de moins en moins, mais on l'a été à une certaine époque, et francophone. Voilà, je pense que je ne crois pas que la mondialisation va attaquer, je dirais, le tissu canadien, si vous voulez. Mais on est pris dans un processus de mondialisation, question de gestion de coûts. Et voilà. Merci. Je voudrais remercier Maître Laferrière pour son intervention qui aura permis de prolonger quelques questionnements.